Bonjour, je m'appelle Margot Durand-Poinclou, je suis avocate au barreau de Paris. J'exerce en droit pénal des affaires et en droit de la presse. J'ai une formation de pénaliste très classique, droit pénal financier. J'ai commencé comme collaborateur dans 2 cabinets différents avant de créer le mien le 1er janvier 2020. Aujourd'hui, je suis donc associée, nous avons 4 collaborateurs et j'exerce toujours quasi exclusivement en droit pénal. Aujourd'hui, c'est plutôt moitié criminel, moitié des affaires et financières. L'intérêt de ce guide, c'est qu'il n'est pas qu'une restitution universitaire de l'état de la jurisprudence, des textes sur le sujet. En fait, pendant 3 à 4 mois, nous avons rencontré les responsables conformité et RSE de grands groupes français et internationaux qui ont bien voulu nous recevoir dans leurs locaux pour des entretiens assez longs, parfois jusqu'à 3 heures. On a pu aller dans un niveau de détail assez intéressant. Et donc, c'est un guide qui non seulement donne bien sûr l'état du droit aujourd'hui, mais restitue aussi le sentiment de ces entreprises, restitue la manière qu'elles ont aujourd'hui d'appréhender ces nouvelles règles et tous ces changements qui leur sont imposés. Je pense que c'est le vrai plus par rapport à des travaux analogues que l'on connaît et qui sont publiés aussi sur d'autres plateformes. On peut parler d'élargissement de la responsabilité pénale des entreprises en matière de violation des droits humains, je pense à de multiples égards. Je ne vais pas vous refaire la conférence qu'on a eue ensemble, mais pour lister, on a une multiplication évidemment des lois de répression, on a un assouplissement des règles de compétences territoriales, un assouplissement de la jurisprudence en matière d'identification de l'organe ou du représentant de l'entreprise. On a par ailleurs une lecture large, voire audacieuse de certaines infractions. Et on a pour finir, et c'est peut-être la conséquence la plus pratique pour les entreprises, une aggravation régulière des peines encourues et une création tout aussi régulière de peines complémentaires toujours plus sévères. Donc c'est un fait, et oui, les facteurs d'aggravation et d'élargissement sont multiples. Ça peut l'être dans un sens, puisque la victime, de par la nature du procès pénal, elle va pouvoir se reposer sur le procureur de la République, sur les enquêteurs et sur les moyens étatiques pour apporter la preuve des faits qu'elle allègue. Donc bien sûr, elle peut assurer son action grâce à l'État. C'est un vrai bienfait et on ne peut pas dire le contraire. La nuance que j'apporterais, c'est que nécessairement, et je pense que vous en avez conscience, les éléments constitutif d'une infraction, c'est toujours plus exigeant que la caractérisation d'une faute civile. Donc, on a un vrai risque d'échec, mais souvent qui arrive après des années d'investissement, que ce soit l'investissement financier, de temps, etc. D'autant plus que les procédures pénales sont toujours plus longues que les procédures civiles. Donc, il faut en être informé, il faut en être conscient. Et si on accepte pleinement ces risques en tant que victime, oui, pourquoi pas, pour la première raison que j'ai donnée. De manière générale, les victimes ont de plus en plus tendance à s'aider d'associations. Ça, c'est un bon réflexe puisqu'on a une veille réglementaire, une veille jurisprudentielle qui est très efficace maintenant dans les grosses associations spécialisées. Donc ça, c'est un bon réflexe, on va dire, parajudiciaire, puisque souvent, résultat, c'est un accompagnement qui retourne vers le judiciaire. Après, sur les actions alternatives au pénal, puisque je pense que c'est ça le sens de votre question, je crois beaucoup, on a peu de recul, hein, mais je crois beaucoup en l'efficacité future des actions civiles qui sont issues de la loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017. Je trouve ça très intéressant, je trouve ça très novateur. C'est quand même assez large ce que ça vise, puisque les atteintes visées, c'est toutes les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, si je ne me trompe pas. Donc on est quand même sur quelque chose qui normalement balaye toute la matière des infractions pénales diverses que l'on peut connaître en matière de droits de l'homme. Et surtout, on a 2 actions différentes, dont la seconde, celle qui est prévue à L225-102-5, qui permet une action en responsabilité civile fondée uniquement sur les articles 1240 et 1241. Donc, une faute civile simple. C'est quand même un seuil assez bas.
Et vous avez aussi un volet mise en conformité avec l'autre action, comme vous le savez parfaitement. Donc, on a l'indemnisation, on a la mise en conformité, on a un seuil de responsabilité qui est beaucoup plus bas, et c'est ouvert à tous, avec des attentes assez larges. Donc ça, oui, je trouve que c'est une alternative qui est très intéressante, et j'espère que ça va continuer à se développer. Ça a déjà été saisi par les associations, mais qu'on continuera à voir où est-ce que ça peut nous mener. Pour conclure peut-être sur cette question, j'aurais toujours, moi, mais par nature, parce que je suis souvent en défense en matière pénale, une réserve sur la voie purement médiatique. Parce que souvent, quand on pense aux alternatives aux voies judiciaires, on pense au shaming sur les réseaux, ce genre de choses. Bon, il n'y a pas de fumée sans feu, diffamer, il en restera toujours quelque chose. On pourrait se dire, voilà, c'est très utile. Si on se débrouille bien et que c'est bien relayé, ça fera très, très mal à l'entreprise. Moi, les réserves que j'aurais évidemment naturellement, c'est que c'est une voie qui n'est pas contradictoire. On ne peut pas se défendre en réalité sur les réseaux sociaux. C'est une voie... alors, comment le dire ? Oui, c'est une voie qui n'impose aucun seuil probatoire aux dénonciateurs, donc c'est une vraie difficulté aussi. Et c'est une voie où personne ne va trancher. Donc à la fin, personne n'aura raison, personne n'aura tort, les victimes n'auront pas eu gain de cause, et les personnes accusées, si elles sont innocentes, ne seront jamais lavées. Donc je ne vois pas l'intérêt, ça ne conduit qu'à une atteinte réputationnelle pour l'entreprise, sans avancée concrète ni analyse juridique des faits dénoncés, évidemment pas d'indemnisation. Je suis toujours plus mesurée sur ce type d'action. Au niveau français, ça nous apprend quelque chose qui est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout dans notre culture juridique. C'est que le droit pénal négocié, il est possible en France et qu'il est parfois vertueux. J'entends par vertueux le fait que ça permet de poursuivre des faits qui auraient été très, très difficiles à prouver autrement. Ça permet aussi de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, parce que c'est une des fonctions de l'amende pénale, hein, quoi qu'on en dise. Et ça permet aussi une publicité avec le communiqué de presse du parquet national financier qui assure cette fonction sociétale de la poursuite pénale. Ça peut être aussi une belle idée en théorie, hein. C'est comme le shaming sur les réseaux sociaux, ça peut être tentant. J'aurais aussi des réserves, peut-être que ça ira pas dans le sens général de votre réflexion, mais je voudrais qu'on revienne une seconde à la définition d'origine du DPI. On nous parlait, quand ça a été créé, en gros, l'ensemble des règles internationales qui étaient destinées à proscrire et à punir les crimes internationaux. Et le but, c'était de pouvoir imposer à des États une obligation de poursuivre ces crimes parce qu'ils étaient tellement graves que la communauté internationale ne pouvait pas supporter que la souveraineté des États aille contre. C'est quand même une entorse énorme au principe de la souveraineté des États. Et tout le monde l'acceptait en matière de génocide, de crimes de guerre, etc. Parce que personne ne peut accepter un génocide, un crime de guerre. Je ne suis pas sûre, en tout cas pas en 2021, que les 200 États qui existent disent « Ah oui, c'est vrai, les pratiques commerciales trompeuses ou les heures supplémentaires au-delà de 48 heures par semaine, vraiment, ça mérite qu'on aille amputer ma souveraineté, c'est tellement grave. » Voilà. Pour moi, on ne parle pas de la même chose. C'est beaucoup, beaucoup plus large, la RSE et les poursuites qu'on peut engager s'agissant des atteintes aux droits humains au sens large par les entreprises. Pour moi, ça affaiblirait la définition du droit pénal international, ça pourrait affaiblir sa force sur des pans où il est absolument nécessaire. Vraiment, les crimes contre l'humanité, il faut que ça reste indiscutable, on ne peut pas tout mélanger. Donc, peut-être à long terme, aujourd'hui, je pense que ça pourrait être dangereux pour le vrai droit pénal international, on va le dire comme ça. Pour conclure, en outre sur le sujet, on a aujourd'hui des réflexes des États pour poursuivre les violations des droits de l'homme à l'étranger par les entreprises qui permettent normalement de poursuivre partout dans le monde les violations les plus graves. Ces réflexes sont évidemment des assouplissements qu'on voit partout de leurs compétences territoriales.
Je pense que ça suffit à ce stade. J'aurais tendance à vous répondre, pareil, de manière très pragmatique, puisque moi, je vis mes dossiers, je ne suis plus universitaire depuis longtemps, et donc j'aurais toujours des réponses pratiques à des questions, en réalité quasi philosophiques, puisque c'est ce que vous me demandez, hein. La philosophie de la compétence universelle, est-ce que c'est quelque chose vers lequel on doit aller? Moi, je vous répondrais que pratiquement, les groupes sont multinationaux, mais les sociétés sont immatriculées dans un État. On y arrivera avec les outils qu'on a toujours, puisque les faits sont toujours rattachables à une filiale qui sera dans un État qui poursuivra ce type de faits. Je ne me fais pas de soucis. On y arrivera avec les outils actuels. Justement, moi, ce qui m'a inquiété, mais dès avant l'ouverture de la session de la cour d'assises, c'est ce qualificatif de procès historique. Parce que du point de vue de l'avocat de la défense, on défend un homme qui est accusé de certains faits. Donc, le caractère historique, ça donne toujours cette crainte que le débat nous échappe, qu'on veuille en faire un exemple, qu'on ne se pose plus réellement la question des éléments à charge s'agissant des faits qui sont reprochés à votre client, mais qu'on dise c'est trop grave, donc on ne fait plus de droit. Voilà, vous connaissez l'expression, je pense, qui consiste à dire que l'opinion publique est une prostituée qui tire le juge par la manche. J'aime bien cette expression des vieux pénalistes. Dans un procès comme ça, on se dit ça va tirer le juge par les deux manches et on sera foutu, on ne fera pas de droit. Donc ça, c'est l'idée qu'on pouvait en avoir avant l'ouverture des débats. Heureusement, et là je sors un petit peu rassurée du procès en réalité, la Cour d'assises spéciale de Paris n'est pas du tout allée dans cette voie-là. On a eu des réquisitions du parquet national antiterroriste sans aucune nuance, qui ont demandé en gros la condamnation de tout le monde sans faire de tri. Tout le monde est terroriste, même les non-terroristes, etc. etc. La Cour n'est pas du tout allée dans cette voie-là. Ils ont vraiment fait du droit. Ils ont acquitté plusieurs personnes sur l'intégralité des charges de terroristes. Ils ont fait ce tri-là. Ils ont été rigoureux, alors notamment mon client, dont je suis d'autant plus soulagée que j'étais persuadée qu'il était innocent de toutes les charges terroristes, et il a fait partie des personnes acquittées. Donc, après toutes ces craintes avant l'ouverture de la session, un certain soulagement, parce qu'on se dit c'est encore possible, en matière de justice antiterroriste, d'avoir une vraie justice avec l'application des règles de droit, ce qui n'est pas facile, justement, avec l'opinion publique. Pourquoi le club des femmes pénalistes? Tout simplement parce que le barreau pénal est à l'image de la société. Il n'y a pas de mystère. Donc, il y a encore du boulot pour que les femmes aient une place égale aux hommes. Et voilà, pas de mystère et pas de particularité. C'est peut-être un tout petit peu pire que le reste de la société à cause de l'image tenace du ténor et le fait qu'une femme avocate fait plutôt du droit de la famille, parce que sinon c'est un petit peu difficile au niveau des nerfs d'aller plaider aux assises. Mais en réalité, ça ne change pas beaucoup des problématiques que vous connaissez parfaitement à tous les niveaux. Donc ça, c'est la raison. Pour la deuxième partie de votre question, si par une approche féministe de la profession, vous voulez dire que je suis convaincue qu'une femme peut défendre aussi bien qu'un homme dans n'importe quelle affaire, oui. Deux conseils, se spécialiser et s'unir. Moi, la crainte que j'ai sur notre profession, et j'y suis pas depuis 20 ans, c'est que l'intégrer en 2020 comme avocat généraliste et individuel, c'est un suicide. Je pense que c'est vraiment oser sur le long terme. Les réformes récentes et à venir sur la profession de manière générale, sur nos retraites, sur les taux de cotisation, couplés à la technicisation toujours plus importante des différents domaines du droit, qui forcément vont encore augmenter les nombres de recours à la responsabilité civile professionnelle des avocats, puisque plus ce sera technique, plus on fera des conneries, impose
aujourd'hui, pour devenir avocat, ouais, de se surspécialiser et de rentrer dans des cabinets. Associez-vous, même associez-vous avec vos amis de promotion que vous aimez bien, mais ne restez pas seul. Il va falloir mutualiser les trésoreries, les coûts pour vivre correctement aujourd'hui comme avocat.